Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près au métier d'instructeur de Pilates. Pour ça, on s'appuie sur un entretien vraiment passionnant avec Caroline Berger de Féminé. Elle a fondé le studio BioPilates Paris et elle est aussi formatrice pour la méthode Stott Pilates. Sa vision, c'est de transmettre le mouvement conscient. Alors, qu'est-ce que ça cache, concrètement, au quotidien? Oui, c'est une interview qui nous plonge vraiment au cœur d'une profession assez fascinante en fait. Un carrefour entre la science du corps, la pédagogie et puis une sorte d'art du mouvement. On va essayer de voir ensemble ce que ça implique. La formation, les exigences, les satisfactions aussi. L'objectif, c'est de saisir un peu la profondeur de cet engagement, bien au-delà de la simple image des exercices qu'on peut avoir. Et il y a des aspects qui surprennent d'emblée, je trouve. L'investissement financier, par exemple, qui est considérable. La rigueur scientifique demandée aussi. Le parcours de formation très intense. Mais en même temps, il y a cette dimension presque poétique ou philosophique sur le corps. Bon, alors, allons-y, décortiquons un peu tout ça. Le quotidien d'une formatrice comme elle, qui dirige aussi son studio, ça ressemble à quoi au-delà des cours qu'on imagine? Parce que j'ai l'impression que c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est exactement ça. L'interview le montre bien. L'activité est bien plus large que les heures de cours. Il y a toute la partie préparation. Il faut structurer les cours, créer les supports pédagogiques. Et ces supports, ils doivent être clairs, progressifs, mais aussi fidèles aux standards de Meriteware. Meriteware, c'est la maison mère canadienne de Stott Pilates, c'est ça? Connu pour son approche basée sur l'anatomie. Tout à fait. Une approche contemporaine, très ancrée dans la science. Et souvent, ces supports doivent même être bilingues, vu le public international. D'accord. Et j'imagine qu'en France, il y a aussi le côté administratif qui n'est pas négligeable. Ah bah oui, ça c'est un gros morceau. L'interview mentionne la certification Calliope. Oui, le référentiel qualité obligatoire pour les organismes de formation. Exactement. Et pour l'obtenir et la maintenir, ça demande une organisation très rigoureuse. Il faut documenter tous les processus, le suivi des apprenants, etc. C'est une charge de travail importante, mais bon, ça vise à garantir la qualité, hein. Donc, en plus d'être experte du mouvement, il faut être une bonne gestionnaire. Et ce n'est pas tout, j'imagine. Non, loin de là. Il y a aussi, d'après l'interview, cette nécessité d'une veille scientifique constante, Ah oui, pour rester à jour sur la biomécanique, la physiologie. précisément. Et puis il y a la planification des formations, la coordination de l'équipe, si le studio en a l'une, toute la communication, via sa plateforme BioPilates, ou les relations avec Meritio à Toronto. C'est vraiment multicasquette. Ça donne le vertige, hein. Et au milieu de tout ça, quelles seraient les missions vraiment fondamentales qui définissent ce rôle de formatrice et directrice? L'entretien en dégage 4 principales, je dirais. D'abord, l'enseignement. Former les futurs instructeurs Stott Pilates, leur apprendre les exercices, mais aussi l'art d'observer, de corriger. Cet art subtil, oui. Ensuite, la conception pédagogique. Créer les programmes, s'assurer de leur cohérence. Troisièmement, le suivi individualisé. Chaque apprenant est différent. Il faut adapter l'approche. Et enfin, la direction, la vision, la supervision, la communication. Mais le fil rouge, c'est toujours cette volonté de transmettre un mouvement juste. Efficace. Et surtout, conscient. Pour pouvoir faire tout ça, les compétences requises doivent être incroyablement larges. On pense tout de suite à la maîtrise physique, mais l'interview laisse entendre que c'est loin d'être suffisant. En effet, une base scientifique solide est présentée comme indispensable. Anatomie, biomécanique, physiologie. Il faut comprendre comment le corps fonctionne. Mais la théorie seule, ça ne suffit pas. L'interview insiste beaucoup sur la capacité d'observation. Lire le corps, c'est ça. Oui. Caroline Berger de Fémini utilise cette image « le corps parle avant les mots ». Donc, il faut savoir déchiffrer ce langage corporel, repérer les compensations, les tensions. Et bien sûr, il faut des compétences pédagogiques solides, savoir expliquer clairement, adapter les consignes et corriger. Corriger avec précision, mais toujours avec bienveillance, sans brusquer. Cette idée de lire le corps, c'est fascinant. Ça demande une acuité vraiment particulière. Et au niveau des qualités personnelles, qu'est-ce qui ressort comme essentiel dans l'interview? 3 qualités reviennent avec insistance. La patience, la précision et la présence. Patience, précision, présence. La patience parce que changer des habitudes motrices, ça prend du temps. Pour tout le monde.
La précision parce qu'un tout petit ajustement peut tout changer. L'interview dit même un millimètre d'écart change tout. Ah oui, quand même. C'est dire le niveau d'exigence, hein. Et enfin, la présence. Être vraiment là, attentif, connecté à l'élève. Apparemment, ça se sent tout de suite si l'instructeur est ailleurs. La présence, c'est pas forcément le plus facile à enseigner, ça. Est-ce que c'est vu comme un défi dans la formation? L'interview suggère que oui, c'est un point clé. Peut-être plus difficile à transmettre que la technique pure. C'est lié à la posture intérieure de l'instructeur, à sa propre pratique, son écoute. On est dans l'éthique du soin, là. Ça implique rigueur et bienveillance. Il faut être clair, rassuré, même en corrigeant. C'est un métier qui demande énormément, on le comprend bien. L'interview parle de journées de formation de 8 à 10 heures. Oui, c'est intense. Physiquement, démontrer, parler, observer, mais aussi mentalement, cette attention constante. Et on a parlé du poids administratif. Cet engagement total, qu'est-ce qu'il compense? Quelles sont les gratifications? L'exigence est réelle, c'est clair. Mais les satisfactions semblent être à la hauteur. La plus grande, d'après l'interview, c'est de voir les transformations chez les élèves. Voir quelqu'un retrouver de la mobilité, mieux respirer, se tenir différemment, soulager une douleur. Ce sont ces fameux déclics, quoi. C'est ça qui nourrit. Oui, ça doit être très puissant. Il y a aussi la richesse des rencontres, la diversité des profils qui viennent. Se former, danseurs, kinés, sportifs, mais aussi beaucoup de reconversions. Des gens qui viennent d'horizons très différents, ça crée un environnement humain très stimulant. Et puis il y a une dimension créative, surtout pour une formatrice. Concevoir des programmes, écrire, chercher comment lier, comme elle dit, la rigueur et la poésie du mouvement. Cette alliance de rigueur et de poésie, c'est un thème fort. Parlons concrètement du parcours pour en arriver là. Devenir instructeur certifié STOD Pilates, ça se passe comment? C'est long. Oui, c'est un parcours très structuré et assez long. Ça commence souvent par le module sur le travail au sol, le MATwork, on dit IMP, Intensive MATwork. Ça pose les bases de la méthode, les principes biomécaniques. Ensuite, on passe au Reformer, IR, Intensive Reformer, cette machine un peu emblématique, avec ses ressorts, son chariot. Oui, tout le monde la connaît un peu. Puis viennent les modules pour les autres grands appareils. Le Cadillac, la chaire, les barrels. C'est ICAD, ICHR, IBR. Ces appareils permettent un travail plus fin, plus en 3 dimensions. Et il y a une logique dans cette progression du tapis vers les machines? L'interview ne le détaille pas précisément, mais on sent que l'idée de STOD Pilates, c'est d'abord d'intégrer les principes de base, avec le seul poids du corps sur le tapis. La respiration, le placement du bassin, de la cage thoracique, etc. Ensuite, les machines, avec leur système de résistance ou d'assistance, permettent d'aller plus loin, de cibler plus spécifiquement, de varier les charges. Il y a aussi des niveaux avancés pour chaque appareil et un module très important, l'ISP, Injuries and Special Populations, pour adapter la méthode aux personnes blessées ou avec des besoins spécifiques, comme les seniors, les femmes enceintes. Ça fait beaucoup de modules. En termes de temps et surtout d'argent, ça représente quoi au total? Alors l'interview donne des chiffres assez précis. Environ 300 heures de formation théorique et pratique, en présentiel. Mais attention, ça, c'est que le début. Ah bon? Oui, il faut ajouter à ça un nombre conséquent d'heures de pratique personnelle pour bien maîtriser le répertoire, des heures d'observation d'instructeurs certifiés et des heures d'enseignement supervisé avant de pouvoir passer les examens. Côté budget, le coût pour le cursus complet full équipement, avec les manuels et les frais d'examen, est estimé autour de 17 000 € TTC. 17 000 €. Ah oui, c'est un sacré investissement. Ça positionne le métier à un certain niveau de sérieux, c'est sûr. Mais ça peut être une barrière, non? C'est indéniablement un investissement majeur, ça demande réflexion. L'interview le présente comme le prix d'une formation de haute qualité qui débouche sur une certification reconnue mondialement. Un vrai passeport professionnel. Donc oui, ce coût sélectionne peut-être, mais il reflète aussi une professionnalisation du secteur qui demande des compétences pointues. Et si on a l'ambition d'ouvrir son propre studio après? Là, l'investissement change encore d'échelle, j'imagine. Carrément. L'interview donne un exemple chiffré à fait parlant. Pour équiper un studio de façon pro, rien que le matériel, ça pourrait monter entre 95 000 et 110 000 €. Incroyable. Imagine 10 reformeurs de qualité, l'interview parle d'environ 7 500 € achetés pièces, plus les Cadillacs, les chairs, les barrels, les spine correctors, tout le petit matériel. C'est un vrai projet entrepreneurial qui demande, comme le dit Caroline Berger de Femini, réflexion, précision et beaucoup de passion. Il faut créer un lieu qui soit cohérent avec la philosophie enseignée.
Ça demande une sacrée conviction. Une fois formés, comment travaillent ces instructeurs le plus souvent? Et est-ce qu'on peut en vivre correctement vu l'investissement de départ? Le statut le plus courant, ça semble être l'indépendant, le travailleur libéral. Ils facturent leurs cours, ils interviennent dans différents studios, parfois les clubs de sport, des centres de rééduc. D'accord. Certains sont salariés, mais c'est peut-être moins fréquent au début. Pour la rémunération, ça varie beaucoup, bien sûr. L'expérience, la certification, le lieu, cours collectif ou privé. L'interview donne une fourchette. Un débutant, ça pourrait être entre 30 et 45 euros de l'heure. Un instructeur certifié STOD Pilates, avec de l'expérience, plutôt autour de 60 euros en collectif et plus en privé. Et les formateurs aux gérants de studios expérimentés peuvent atteindre 80 à 120 euros de l'heure. Ça montre que la compétence et l'investissement sont quand même reconnus. Oui, ces tarifs pour les plus expérimentés semblent justifiés par le coût et la durée de la formation. Et après quelques années, quelles sont les évolutions possibles? On ne reste pas juste instructeur. Il y a plusieurs voies. Devenir formateur agréé Méritio, comme Caroline Berger de Femini, c'est une suite logique pour ceux qui aiment transmettre. Se spécialiser, c'est très courant aussi. Se spécialiser dans quoi, par exemple? Approfondir le pilates thérapeutique pour travailler avec le monde médical. Se concentrer sur le postnatal, les sportifs de haut niveau, les seniors. L'entrepreneuriat, créer son studio, c'est une autre voie. Et puis, le numérique ouvre des portes. Cours en ligne, contenu spécialisé. L'interview dit que le pilates est un langage universel. Ça suggère qu'il y a une grande capacité d'adaptation. Cette idée de langage universel, qui sont les gens qui viennent apprendre ce langage aujourd'hui? Est-ce qu'on voit des profils types émerger chez les futurs instructeurs? L'interview confirme une grande diversité. Il y a toujours les profils issus du mouvement, danseurs, profs de fitness, de yoga ou de la santé, kiné, ostéo. Mais la tendance forte qui est soulignée, c'est l'augmentation des personnes en reconversion professionnelle. Ah oui, des gens qui viennent d'autres secteurs? Exactement. Des cadres, des enseignants, des artistes, d'anciens sportifs, parfois d'univers très éloignés du corps. Leur point commun, souvent, simple. Une quête de sens, l'envie d'un métier plus aligné, de reconnecter corps et esprit, même si c'est exigeant. La reconversion, c'est un sacré pari. Quels sont les défis spécifiques pour ces personnes qui changent de cap? Et qu'est-ce qui les aide à réussir? Les défis sont bien réels, oui. Le doute, est-ce que je vais être capable d'enseigner? Devoir réapprendre à apprendre? Gérer le temps entre la formation, la pratique perso indispensable, et parfois la famille ou un autre job. Trouver sa propre voie pédagogique aussi. Mais l'intervieweur voit ça comme des opportunités de croissance. Les qualités clés pour réussir, la curiosité, intellectuelle et corporelle. L'humilité, accepter de ne pas savoir, d'observer. La patience, bien sûr, un vrai amour de la transmission, vu comme un échange, et la cohérence. Une phrase résume bien ça. La posture intérieure compte autant que la posture physique. C'est une belle formule, ça. Parlons un peu du marché du Pilates lui-même. Comment est-il décrit dans l'interview? C'est porteur comme secteur. Oui, clairement, décrit comme en plein essor. Mais ce qui est intéressant, c'est moins la quantité que l'évolution qualitative de la demande. Les gens ne chercheraient plus juste une activité bien-être ponctuelle. Ils visent une santé plus globale, fonctionnelle, durable. Comprendre leur corps, prévenir les maux de dos, mieux vieillir. Du coup, les studios Pilates deviennent un peu des lieux de soins globaux. Ils intègrent parfois la respiration, la conscience corporelle, même la neuroplasticité. Cette évolution vers une approche plus santé, c'est passionnant. Et quel rôle joue une méthode comme Stott Pilates dans cette professionnalisation? Mais justement, la méthode STOD Pilates est présentée comme une référence mondiale grâce à sa rigueur scientifique, son approche anatomique et biomécanique moderne et la qualité de sa formation. Elle participe à élever le niveau d'exigence et de compétence dans le secteur. Pour l'avenir, l'interview imagine une intégration encore plus forte avec le monde de la santé. Collaborer plus avec les kinés, les médecins. Voilà, explorer les liens avec la neurologie, la gestion de la douleur chronique, le pilates de demain serait sans doute encore plus précis, personnalisé, toujours en dialogue avec la science, mais sans perdre cette dimension humaine, sensible, qui fait sa force. Cette tension créative entre science et sensibilité, c'est quelque chose sur lequel Caroline Berger de Femini insiste beaucoup, on dirait. C'est au cœur de sa vision. Exactement. Elle parle du pilate comme d'une rencontre entre la précision du corps et la poésie du geste. Un lieu où se croisent la structure et la sensibilité, le calcul et l'intuition. Pour elle, un bon enseignement, ce n'est pas juste parler muscléos. Ça intègre la présence, l'énergie, l'équilibre intérieur. C'est cette idée de relier le savoir au vivant. Un bon instructeur, selon elle, c'est quelqu'un qui observe beaucoup, plus qu'il ne parle, qui corrige juste sans blesser, qui guide sans imposer, qui adapte à la personne.
Ça demande d'être ancré, attentif, cohérent. Et pour durer dans ce métier si engageant, quelles sont les qualités fondamentales qui ressortent? L'interview en met 4 en avant. La précision, pour la sécurité et l'efficacité. La constance, pour offrir une structure fiable. La curiosité, pour continuer à apprendre, à évoluer. Et la passion, évidemment. Le moteur pour s'investir durablement. Pour finir sur une note plus personnelle, comment une formatrice aussi investie fait-elle pour garder son propre équilibre face à cette intensité? La clé, ça semble être un mélange de discipline, d'organisation et de connexion à soi. L'interview parle de l'importance de structurer ses journées, de garder du temps pour sa propre pratique de pilates. Essentiel pour rester connecté à ce qu'elle enseigne, j'imagine. Absolument, mais aussi du temps pour la création, le repos, le silence. Pour maintenir une présence de qualité, il faut savoir recharger ses batteries. Continuer sa pratique perso, c'est fondamental pour ne pas enseigner que depuis la tête, mais aussi depuis le corps. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ce qu'on a exploré grâce à cet entretien. Le métier d'instructeur de pilates est bien plus complexe, bien plus profond qu'une simple profession de fitness. On a vu l'exigence des connaissances anatomies, biomécaniques, la finesse pédagogique nécessaire, l'investissement personnel, financier et le rôle crucial des qualités humaines. Patience, précision, cette fameuse présence. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce qui ressort très fort, je trouve, c'est cette évolution du Pilates vers une discipline de santé fonctionnelle vraiment sérieuse, intégrée. Et ce qui est frappant, c'est cette alliance constante, nécessaire, entre une rigueur quasi scientifique et une sensibilité presque artistique, attentive à l'humain, au mouvement juste. C'est sans doute ce mélange unique qui explique son attrait aujourd'hui et son potentiel pour l'avenir, en lien avec la science et les besoins profonds des gens de mieux habiter leur corps. L'idée de transmission, chère à Caroline Berger de Fémini, prend tout son sens ici. Ce n'est pas juste donner un savoir, c'est l'incarner et continuer d'apprendre soi-même en enseignant. Et le fait que tant de profils différents se tournent vers cette voie, ça montre bien que ça répond à une quête de sens, de cohérence, qui dépasse le simple choix de carrière. Une recherche d'alignement corps-esprit-métier. Tout à fait. Et peut-être, pour laisser une question ouverte, une piste de réflexion, l'entretien souligne combien il est crucial de relier le savoir au vivant quand on enseigne le mouvement. Mais au-delà du Pilates, comment on peut appliquer ça à toute forme de transmission de connaissances ou de compétences? Comment faire pour que l'apprentissage ne soit pas juste une accumulation d'infos abstraites, mais une vraie intégration incarnée qui transforme la personne? Comment enseigner le quoi, le comment et le pourquoi d'une façon qui résonne vraiment et qui aide chacun à s'approprier le savoir? Voilà une question pour la route.